Du 22 au 24 septembre, le site de Lorient-la-Base, situé en Bretagne à l'ouest de la France, a accueilli 10 bateaux de 60 pieds à l'occasion de la 7e édition du défi Azimut. Mais ces bateaux ne sont pas n'importe lesquels, ce sont des IMOCA. Des machines à la pointe de la technologie qui s'affrontent tous les 4 ans sur une course autour du monde en solitaire, le prestigieux Vendée Globe. Mais heureusement pour les impatients que nous sommes, ce tour du monde en solitaire n'est pas la seule course au calendrier de la classe. Et le défi Azimut fait partie des courses incontournables pour les skippers. En 7 ans, Jean-Marie Corteville, le dirigeant de la société Azimut, a réussi à créer un rendez-vous sportif important dans le programme IMOCA. Pour rentrer dans le calendrier, déjà, il faut être complètement dans les standards de l'IMOCA au niveau de la jauge et de la façon d'organiser la course. Et on rentre dans ce calendrier parce que c'est cohérent avec l'ensemble des grandes courses. Hein. J'entends par là la Jacques Vabre, Route du Rhum, Vendée Globe, sans oublier la Barcelona. Et chaque année, on fait solo ou double en fonction de la grande course qui arrive. Donc nous sommes ouverts que ces courses 24 heures sur 24, donc n'hésitez pas à vous appeler. C'est devenu une épreuve incontournable. Cette fois-ci, elle se fait en double puisque la Jacques Vabre est une course en double. Donc le défi Azimut, c'est un rendez-vous parfait pour faire les derniers bords entre 10 IMOCA. En fait, il y en aura 13 à Jacques Vabre, mais il y en a déjà 10 ici pour le défi Azimut, ce qui est vraiment impressionnant. Alors le plateau présent, forcément les ténors, hein. On a les foilers, on a les bateaux très aboutis comme SMA avec Paul Meillat. Donc ils sont en train encore de faire leur dernier petit réglage. C'est une échéance qui est importante, ça permet de se mettre vraiment dans des conditions de la régate, de valider des choix, de pouvoir se comparer aux autres parce que nous on a la chance de s'entraîner à Port-la-Forêt avec quelques IMOCA, mais là on rassemble quasiment tous les participants avec tous les favoris de la Transat, donc on va être 10 bateaux, on va pouvoir se mesurer, essayer nos dernières petites modifications de l'année et c'est vrai c'est toujours un moment important. Le SMA n'est pas équipé de foil et on sait qu'on a un déficit de vitesse, donc c'est assez difficile, mais en même temps c'est intéressant parce qu'on cherche à faire évoluer le bateau et cette année on a modifié nos ballasts, nos réservoirs d'eau à l'intérieur du bateau, on est passé sur la nouvelle jauge, donc on a un petit avantage par rapport à avant sur les allures de reaching, donc c'est assez intéressant, ça nous permet peut-être de combler un peu notre retard par rapport au foiler, donc on a aussi envie d'essayer ça sur ce week-end. C'est une course importante dans le programme qu'on s'est fixé jusqu'à Jacques Vabre. Et puis là, ça permet d'être un peu à la Mecque de la voile française à Lorient, avec un parcours qui a duré 20-24 heures, assez sympa et technique. La course est l'occasion de parfaire la maîtrise du bateau pour ceux qui en ont changé, comme Louis Burton et Servan Escoffier. Bureau Vallée 2 n'est autre que l'ancien Banque Populaire, l'IMOCA sur lequel Armel Lecléache a remporté le dernier Vendée Globe. Ah bah Louis le voulait, il l'a eu et c'est super, on ne regrette pas et c'est une grande chance d'avoir ce bateau et maintenant le bateau va vite, il est fiable, donc c'est à nous de trouver les manettes. Déjà on est dans du petit temps donc pour les foilers c'est pas forcément là que les bateaux vraiment peuvent montrer tout leur potentiel, mais nous c'est toujours de se synchroniser plus, de connaître le bateau le plus possible puisque c'est la première saison, la première course sur un programme de 4 ans. Donc on en apprend tous les jours beaucoup sur le bateau, les manœuvres, ce système de masse, tu vois, tout ça et les foils bien sûr. Et chaque navigation est un thème pour cocher des cases et dire ok maintenant ça on sait, on avance et faire au mieux parce qu'on part quand même dans un mois faire une transatlantique en double donc plus on en saura mieux ce sera. Et le départ des 24 heures Azimut a été donné dans les cours de Groix avec peu de vent.
Cette 7e édition du défi Azimut aura été l'occasion de découvrir de nouveaux venus dans la classe IMOCA, comme Johan Richaume, le vainqueur de la Solitaire du Figaro 2016. Mon projet, c'est celui de Pierre Lacaze surtout, qui est un amateur qui vise la route du Rhum et avec qui j'embarque cette année pour la Transat Jacques Vabre afin de le préparer pour cette route du Rhum. On court sous les couleurs d'une association, la Brazil Foundation, en fait, qui aide les jeunes dans les favelas. Et on a une particularité, c'est qu'on porte les couleurs d'une œuvre d'art de l'artiste JR, qui a un énorme œil dans les voiles du bateau, et ce qui nous permet d'attirer l'attention et de lever des fonds pour cette association. J'avais commencé la transition entre le Figaro et l'IMOCA assez tôt, puisque j'avais rencontré Pierre en 2015 et qu'on avait acheté le bateau à ce moment-là. Voilà, on a doucement fait les travaux dessus, puisque c'était un bateau qui était dématé du Vendée Globe, l'ancien Savéole. Et voilà, on s'est doucement mis en route, on a navigué un petit peu l'année dernière et un peu plus cette année. Donc la transition s'est faite doucement. Moi je suis content de faire de l'IMOCA, puisque mon objectif c'est quand même d'être au départ du Vendée Globe 2020. Les différences Figaro-IMOCA elles sont énormes. Déjà les bateaux sont en carbone et pas en fibre de verre. Le niveau de construction est beaucoup plus élevé. Les quilles sont inclinables, les mâts sont ailes, rotatifs, les voiles sont de plus haute technologie. Enfin, quasiment tout est différent. Après la navigation ça reste la même. Là on a 10 bateaux, dont 8 bateaux assez proches. On va vraiment se bagarrer et ça reste de la régate très sympathique. Et les bases du Figaro sont toujours là pour être bon en régate sur les autres supports. L'aspect technologique il est intéressant parce que moi j'ai une formation d'architecte naval, donc j'ai un peu baigné là-dedans pendant mes études. Après voilà, on a toujours envie de faire mieux, d'améliorer les bateaux, et forcément moi mon rêve c'est de construire un bateau neuf, puisque je pourrais mettre en œuvre un petit peu toutes les idées que j'ai dans ma tête. Le défi Azimut repart cette année et nous on y est avec un bateau plus récent, donc la Fabrique 2, un plan finaux de 2007. Le but c'est ce bateau-là le modifier au fur et à mesure des années pour le rendre plus performant, lui rajouter des foils. Comment dire, bah ouais c'est génial, moi je trouvais ça sympa en fait de récupérer un bateau d'ancienne génération et de le faire évoluer. Aujourd'hui beaucoup de bateaux sont du jetable, on rachète, on reconstruit, c'est vraiment reconstruire. Et moi je trouvais ça sympa voilà, de modifier un bateau de A à Z. L'un des points forts de la classe est l'aspect technologique. Considéré comme le laboratoire de la course au large, de nombreuses évolutions sont nées au sein de cette classe. C'était la vocation, je crois, de l'IMOCA quand ça a été créé. C'est une classe open, donc comme les mini transats, on a envie d'innover, et c'était les premiers à mettre des foils sur des bateaux. Aujourd'hui, il y en a partout, il y en a sur des mini, il va y en avoir sur les Figaro, il y en a probablement sur la prochaine Volvo, enfin celle d'après. Et on a entendu dire que sur la Coupe d'Amérique, il partirait aussi peut-être sur des monocoques à foil. Donc tout ça, c'est bien d'avoir été précurseur là-dedans. Ça prouve que l'IMOCA est en bonne santé. Et voilà. Et puis surtout, il va y avoir, je pense, un transfert de compétences assez important. Donc c'est bien. Après une nuit en mer, passée à enchaîner les manœuvres, les premiers équipages pointent le bout de leurs étraves sur la ligne d'arrivée. Et le vainqueur de ces 24 heures Azimut est le duo Paul Meillat-Gwenolé Gainet à bord de SMA. Non, c'était une belle bagarre, hein. C'était pas du tout simple. Après, c'est sûr que la fin de la course était un peu plus simple, mais tout le début, passage dans les glénans, dans les cailloux et tout, là, c'était vraiment sympa. On était tous très proches, quoi. Surtout des conditions de vent qui nous sont plus favorables, les bateaux à dérive. Donc avec Generali, c'est vrai qu'on avait un petit avantage. Bravo les gars. Merci. La deuxième place revient au bateau à foil Dévoilez-vous, skippé par Morgan Lagravière et Éric Perron. C'est sûr que c'est toujours plaisant de faire un bon résultat, je veux dire de gagner une course, que c'est tout comme pour nous.
un peu inespéré au départ d'aller chercher une deuxième place dans des conditions finalement aussi spécifiques et souvent un peu délicates pour les bateaux à foil. Donc c'est plutôt une bonne chose. Merci. Félicitations. Super. Merci. Et c'est Isabelle Joschke et Pierre Brasseur sur Generali qui complètent le podium, suivis par Jean-Pierre Dick et Yann Eliès à bord de Saint-Michel-Virbach. Le lendemain, la journée était consacrée au traditionnel run de vitesse et au chrono azimut Tour de Groix en équipage. En raison de la météo, les runs ont dû être annulés. Le Tour de Groix est l'occasion pour les skippers d'embarquer des invités pour leur faire vivre une régate de l'intérieur. Et au terme de cette régate au contact, c'est SMA une fois de plus qui termine vainqueur devant Saint-Michel-Virbach, suivi de Dévoilez-vous sur la 3e marche du podium. Un beau doublé pour SMA qui a de quoi mettre en confiance le duo Paul Meillat-Gwenolé Gainet avant le départ de la Transat Jacques Vabre le 28 octobre prochain. La 7e édition du défi Azimut aura été une belle réussite pour les skippers comme pour les organisateurs qui réfléchissent déjà à plusieurs évolutions possibles pour la 8e édition. Et évidemment, on se projette avec l'idée, par exemple, l'année prochaine de durcir. On sera avant une route du Rhum, donc ça sera en solitaire. Et pourquoi pas faire un format un peu plus long. Donc ça peut être 72 heures et puis venir chatouiller, par exemple, le Fastnet ou quelque chose comme ça.